Alors, là, il y a la CIA, là, il y a le KGB, et au milieu, il y a le Mossad. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Là, on va faire une rencontre plurielle avec James qui va venir nous raconter ce qu'il a vécu en juin 68. Donc vous, au regard de la critique radicale, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu toutes les contradictions qui se sont passées en mai 68, puis juin, puis effectivement pourquoi ça a loupé et qu'est-ce que ça peut, sur quoi ça peut déboucher? Alors, moi, j'ai eu avec vous des conversations, j'ai eu avec beaucoup de correspondants des rencontres sur ce thème-là, et je suis toujours parti dans ma réponse sur un triptyque 1818, 1918, 1968. 1968, c'est un moment historique qui dit plein de choses, mais les choses qui sont dites, pour être reçues en compréhension radicale, elles présupposent dans l'humilité, dans la radicalité et dans la conscience, de savoir où l'on est, d'où l'on vient et où l'on va. Donc, 1968, c'est 1818, c'est la naissance de Marx. C'est-à-dire qu'en 1818, il y a 200 ans, naît Marx, et Marx n'est pas, comme ça, quelqu'un qui, dans le circuit de l'histoire, va simplement parler comme parlent tous les autres. Il va parler en radicalité, en profondeur, pour dire des choses essentielles, parce qu'il va savoir être dans l'incarnation historique du temps de son temps, être le représentant le plus formaliste, le plus aigu, le plus pointu et le plus radical des luttes subversives de son temps, à l'intersection des luttes paysannes et des luttes ouvrières, qui disent le vieux monde qui meurt et le nouveau monde qui naît. Et donc, en 1818, est né quelqu'un qui, en tant que reflet de la réalité radicale des luttes de classe, va dire les choses les plus essentielles, non pas parce qu'elles sortent de sa tête, mais parce qu'elles sortent du mouvement réel qui passe en sa tête par la passion, par l'incarnation et par la radicalité. Donc, 1818, il y a 200 ans, Marx naissait. Ensuite, 1918. 1918, au regard de la crise, de la domination réelle achevée du capital, au regard de la décadence du capital, la première boucherie impérialiste mondiale qui va faire des millions de morts, qui va produire la révolution soviétique écrasée par le bolchevisme capitaliste d'État, la révolution allemande qui va produire les conseils ouvriers écrasés par la social-démocratie, et en Italie, en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Croatie, en Espagne, bref, dans la totalité du monde, en fonction des contradictions spécifiques qui résultent du premier charnier mondial, toute une série d'insurrections massives qui vont bien évidemment mourir parce que le temps de la révolution sociale n'est pas venu, mais que nous sommes dans le temps de la modernisation du capital. Mais ceci dit, un gigantesque mouvement volcanique de lutte de classe radicale que beaucoup de gens ignorent. Je vois à travers mes correspondances que plein de gens qui ont 20 ans, 30 ans ou 40 ans ignorent complètement ce qui s'est passé en 1918. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé en 1818, quand Marx est né, et que ça a produit cette radicalité subversive qui conduit au capital, au Grundrisse, à l'idéologie allemande, à la critique du programme de Gotha, donc à cette radicalité explosive qui dit contre la droite du capital, contre la gauche du capital, à bas l'argent, à bas l'État, vive la communauté universelle. De l'autre côté, 1918, gigantesque explosion, mais gigantesque explosion qui, compte tenu des circonstances, est condamnée à périr. Puis, 1968, la grande grève sauvage radicale
de 10 millions de grévistes qui renaclent, qui sont réfractaires, qui sont récalcitrants et qui ne veulent pas simplement moderniser la marchandise consommatoire, mais qui, dans leur aspiration de radicalité, de subversion et de jouissance, veulent effectivement asservir la domination. Donc, il y a 2 siècles, Marx naissait. Il y a 1 siècle, il y avait l'écrasement de cette commune insurrectionnelle européenne gigantesque, partout répandue, de par le vieux monde de l'Europe qui était en déliquescence. Et il y a 50 ans, mai 68, la grande grève sauvage. Mai 68, la grande grève sauvage, c'est effectivement, compte tenu de la réalité des luttes de classe profondes du temps subversif européen, à travers l'Italie, la France, un moment très fort de contestation de la domination du fétichisme de la marchandise. Mais ce phénomène-là, en France, n'est que le résultat d'un phénomène mondial. Il y a l'Argentine, il y a le Chili, il y a la Pologne, il y a la Tchécoslovaquie. Des 2 côtés du rideau de fer, de la ligne de démarcation entre le capitalisme d'État oriental et le capitalisme libéral occidental, partout, la grève sauvage se généralise. C'est donc une problématique mondiale. Donc, la question qui est posée par mai 68, c'est celle du pourquoi de mai 68. On verra après, dans le temps, le développement, la durée et finalement l'écrasement, que tout ça ne pouvait conduire qu'à une réorganisation du temps capitaliste, parce que le temps de la crise finale du capital n'était pas encore arrivé. Mais il faut comprendre, contrairement à toute une série de sectes volontaristes ou subjectives qui croient que ça arrive comme ça par hasard, que c'est un signe et que l'histoire est une nécessité qui fonctionne à travers des symboliques, des significations, des objectivités, des nécessités. Si ça se passe en 68 et non pas en 67 ou en 69, c'est que précisément en 68, dans le cadre de ce qu'est le développement de la modernité du capital et de la crise mondiale du capital, il se passe quelque chose d'essentiel. 68, c'est le moment où, après le grand écrasement de la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction a fini son cours dans le cadre de la mythologie des Trente Glorieuses, les balances commerciales japonaises et européennes se sont rééquilibrées, et l'Europe et le Japon ne sont plus simplement des jachères que l'impérialisme américain vient réhabiliter par un plan Marshall qui dure à travers la machine-outil, les tracteurs, l'industrie et le billet vert, mais le Japon et l'Europe sont redevenus des concurrents compétitifs. Et donc, à partir de là, il y a toute une explosion de l'infrastructure industrielle du capital, une accélération de la polarisation dialectique, valorisation, dévalorisation, et surtout un retour à ce que Marx a bien prévu dans le 6e chapitre, dans le livre 3 du Capital, c'est que nous sommes dans une crise objective de la dématérialisation de la monnaie comme matérialité de l'équivalent général. Les années 68, ce sont les années, alors je fais vite, on pourra en parler des heures, ce sont les années où la matérialité dollar, dans sa relation à l'étalon or, explose. Pourquoi cette dématérialisation était-elle nécessaire? Est-ce qu'il y avait une crise de surproduction à ce moment-là? Alors, à partir du moment où les balances commerciales européennes et japonaises se sont rééquilibrées, le développement de l'industrialisation américaine bute sur une concurrence planétaire qui fait que le capital américain retrouve des concurrents. Jusqu'à présent, le capital américain, qui avait tout gagné en 1945, écoulait dans des territoires détruits et il en faisait des colonies, point. Aujourd'hui, en 68, il en fait des colonies, virgule, qui renaclent et qui ont la capacité de réorganiser l'agencement. Donc, on a réellement une objectivité matérielle du capital dans sa définition, dans son développement, dans sa contradiction valorisation-dévalorisation qui pose problème. Il faut se rappeler que l'étalon or est ce qui structure par-delà les monnaies l'équivalent général abstrait
de la contradiction aliénatoire, valorisation, dévalorisation. Les monnaies, dans le cycle du capital, ont effectivement une signifiance par rapport au développement de leur compétitivité mondiale au niveau des réserves d'or que l'histoire de la longue durée, de la structuration de la plus-value, a permis de produire. Au moment de la Première Guerre mondiale, l'étalon or explose dans le capital fictif, dans l'endettement chimérique, parce que précisément, la crise de surproduction qui découle de la crise du taux de profit fait que la saturation généralisée fait que on doit nécessairement décrocher la matérialité monétaire, puisque la matérialité monétaire ne peut plus signifier l'incarnation matérialisée du capital, qui est dans une crise généralisée. On retrouve dans ces années 68 la même problématique, qui va abolir les accords de Bretton Woods, qui avaient donc signifié que le référentiel, c'était l'or ou le dollar, étant entendu que l'or était effectivement convertible en dollars et que le dollar était convertible en or, et on aboutit. Alors les accords de la Jamaïque, ce sera les années 73, mais déjà 68, 71, les mesures Nixon de décrochage, compte tenu de la dévalorisation en mouvement du capital suite à la reconstruction, les États-Unis disent non, c'est fini. La convertibilité automatique dollar-or n'est plus possible. Parce que justement, on rentre dans un moment où la crise de la domination réelle du capital rend impossible la connexion de la valeur d'échange à une matérialité concrète. Et on retombe sur le livre 3 avec cette nécessité de la dématérialisation. Alors, c'est très simple si on a lu, c'est très compliqué si on n'a rien lu. Donc, se poser cette question-là, ça implique de lire Marx, de lire les Grundrisse, de lire le Capital, et de comprendre ce qu'est l'équivalent abstrait. C'est-à-dire que la marchandise n'est pas simplement un étalon qui permet d'échanger des marchandises. C'est pas simplement un étalon qui permet de dire quel est le niveau contradictoire d'équivalence des monnaies, mais c'est surtout le rapport social aliénatoire de la dynamique du fétichisme de la marchandise, et donc la monnaie est par essence le lieu magique de tous les délires du spectacle de la marchandise en mouvement, en contradiction et en crise. Donc 68 n'a pas lieu par hasard. 68 est le moment où la reconstruction qui découle de 45 atteint la fin de son cycle. Et je rappelle que le capital a deux phases, la domination formelle du XIIIe siècle à 1914 et la domination réelle de 1914 à aujourd'hui. Mais de la même manière que le capital doit être périodisé, domination formelle, domination réelle, chaque phase, tant la domination formelle que la domination réelle, doivent être elles-mêmes périodisées. Il y a une domination formelle inférieure et il y a une domination formelle supérieure. Du XIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, on a une domination formelle où il n'y a quasiment que de la plus-value absolue, c'est-à-dire de la survaleur produite à partir du travail humain exploité. Point. À partir des années 1840, le développement de la manufacture, on a l'apparition de la plus-value relative qui découle non plus simplement, comme pour la plus-value absolue, du travail humain directement aliéné, d'un travail humain relié à la productivité mécanique de la robotique aliénatoire. Donc, travail vivant, travail mort. Domination réelle, tout est absolu. Domination formelle. En domination formelle, la détermination est la plus-value absolue. Et après, ça passe en... Elle est absolue jusqu'au milieu du XIXe siècle. Puisque du XIIIe siècle à la moitié du XIXe siècle, travailler la plus-value, c'est travailler le temps de travail humain exploité. La manufacture, avec la machinerie qui en résulte, surgit dans les années 1820-1830. Mais alors est-ce qu'on peut faire un tout petit aparté, à part si vous voulez terminer... Je voudrais terminer sur la plus-value relative. Donc, la plus-value absolue est le temps de la domination formelle. Quand j'entre en domination réelle, c'est la dictature robotique qui vient, en compensation de la baisse du taux de profit,
chimériquement compenser cette baisse par l'augmentation de la masse. Et donc, j'ai deux temps dans la domination réelle. J'ai un temps de domination réelle inférieur jusqu'en 68. C'est-à-dire que de 1914 à 1968, la plus-value relative prend le pas sur la plus-value absolue, mais d'une manière encore relative. 1968, c'est la grande explosion de toutes les structurations antérieures du capital. Crise de l'agriculture, crise de la technologie, crise de la modernité. C'est à partir de 1968 que j'entre dans la modernité du temps absolu de la dictature du capital. Et c'est à partir de 68 que tout explose et que tout se restructure. Les 500 000 chômeurs de 67, la création de la NPE par Jacques Chirac en 67, c'est pas simplement des signes comme ça qui apparaissent comme thermomètres sociaux épidermiques. Ce sont des enclavements, des signes profonds d'incarnation historique. En 68, je suis dans la domination réelle du capital, mais avec plein d'antécédences aliénatoires du temps antérieur. C'est ça qui fait que c'est relatif. C'est ça que la domination du capital, même si elle est réelle, est une domination réelle relative. Et à partir de 68, je vais rentrer dans une domination réelle totale, accomplie. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue avant 68 entre la plus-value relative et la plus-value absolue. La plus-value relative détermine la plus-value absolue, mais elle ne l'a pas phagocytée. J'entre en 1968 dans une dialectique historique de phagocytose où la plus-value relative va totalement ingérer et absorber la plus-value absolue. Ce serait une domination réelle absolue. Alors donc, si vous voulez, maintenant, si je reprends Marx à travers Hegel, le capital a deux phases. Domination formelle, domination réelle. Mais la domination formelle a elle-même deux phases. Ouais. La domination formelle a un temps où elle est formelle, et elle a un temps où elle est formelle, réelle. Et la domination réelle a deux temps. Elle a un temps où elle est réelle inférieure, ou réelle formelle, et elle a un temps où elle est réelle, ou réelle supérieure. C'est ce que Debord appelle le spectaculaire intégré. Et Oui, sauf que Debord, qui ne comprend rien à la baisse du taux de profit, à la valorisation, à la dévalorisation, à la saturation des marchés, a sniffé dans son intelligence. Ouais. Mais il ne comprend. Le propre du situationnisme, c'est de ne rien comprendre à 68. C'est une critique des apparences. Si vous lisez les textes situationnistes, B68 apparaît, vous lisez Roger Viennet, Les Enragés chez Gallimard, la crise de 68 apparaît dans un ciel serein, il n'y a pas de crise du capital. C'est une lutte du prolétariat contre un capital qui va bien. Non, en 68, le capital ne va pas bien. En 68, le capital rencontre sa première crise radicale de la domination réelle où tout se redéfinit. Mais comme les situationnistes sont tombés eux-mêmes prisonniers du spectacle de la marchandise, dans un fétichisme de la marchandise qui avait oublié la peste du taux de profit, le propre des situationnistes, c'est de ne rien comprendre à 68 du point de vue de la crise du capital. Tout est compris du point de vue de la représentation, du spectacle et de l'aliénation fétichiste, mais rien n'est compris du point de vue de la crise du capital. Donc, il faut comprendre que mai 68 est le produit de la crise du capital en domination réelle qui, dans cette phase de 68, nous fait passer de la domination réelle inférieure à la domination réelle supérieure de la valeur. Nous entrons dans la crise qui conduit sur les cheminements de ce qui sera la crise historique ultime. Non, attends, je voudrais juste revenir sur le point où je voulais vous faire intervenir tout à l'heure, c'est travail vivant, travail mort. Oui. Juste pour faire une parenthèse, parce que vous avez plusieurs fois dans des vidéos expliqué ce qu'était travail vivant, travail mort. Seul le travail humain exploité produit de la valeur. Mais alors, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans les détails, c'est-à-dire pourquoi seul le travail humain produit de la valeur? Parce que effectivement, on pourrait se dire le travail humain, effectivement, il peut produire de la valeur, mais même si une machine est utilisée,
elle pourrait aussi produire de la valeur, même si elle est produite par du travail humain. Et comment ces deux choses-là peuvent être comprises d'une manière, comment dire, rationnelle, pour retrouver quelque chose de tout à fait terre à terre, parce que pour les gens, ça paraît quelque chose d'assez abstrait au final. Alors, est-ce que par exemple, par exemple, une machine ne payera jamais d'impôts ou une machine... non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, le problème, alors, quand vous me dites, pour les gens, ça va apparaître abstrait. Les gens. Alors, les gens, ça n'existe pas, c'est un concept... Oui, mais bon, il faut essayer. Oui, non, mais il n'y a pas les gens, il y a la lutte des classes. Les gens, ça n'existe pas. Donc, mais il faut lire, il faut comprendre, il faut creuser. C'est pas en voyant 10 vidéos, 100 vidéos ou 200 vidéos que ma misère et mon inculture vont grandir. Pour devenir de la culture ou du vrai grandir. Par la vidéo, ce qui va grandir, c'est mon inculture qui va sans arrêt se répercuter en inculture. Donc, il faut lire. Je veux dire que, on résume. Il faut lire, il faut en parler aussi. Alors, il faut lire, mais il faut en parler. Mais le parler conduit au lire. C'est-à-dire que, dans la première internationale, dans tous ces groupes radicaux qui surgissent et qui positionnent le projet communiste, on a des gens qui débattent à l'infini, qui produisent des textes et qui font synthèse de toute l'histoire humaine. Donc je vis aujourd'hui en 2017 ou en 2018 ou en 2019, c'est pas en voyant 30 vidéos que je vais avancer. Je vais avancer parce que je vais me plonger dans des textes radicaux qui disent la réalité charnelle des luttes des classes et que je vais comprendre donc plus-value relative, plus-value absolue, travail vivant, travail mort, c'est des milliers de pages chez Marx. Donc, si on en parle pendant 5 minutes ou pendant 10 minutes, il faut que le lecteur intelligent fasse la différence avec le lecteur idiot ou l'auditeur idiot. Il se dit, bon, ce qu'on me dit, c'est compliqué, il faut que je creuse. Parce que si j'en reste à ce que la vidéo me dit, bon, je vais parloter en surface narcissique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que une machine qui travaille, elle s'use. Mais je ne peux pas exploiter la machine. La machine, lorsqu'elle s'use, elle use la réalité physique et financière de ce qui a produit le fait qu'on a pu l'acheter et la mettre en mouvement. Je peux exploiter un prolétaire puisque l'usure du prolétaire doit être payée par un salaire. Je ne peux pas user de l'usure de la machine pour produire autre chose que ce que la machine va produire. Autrement dit, on exploite un humain, mais on ne peut pas exploiter une machine. Donc, le propre de l'exploitation humaine, telle qu'elle est posée par la problématique du travail vivant, c'est-à-dire la problématique du capital variable, c'est que uniquement le travail humain exploité produit de la valeur. La machine, qui a une valeur, n'a en elle que la valeur du travail humain cristallisé en elle par le fait que c'est la plus-value humaine qui a permis d'acheter une machine. Et c'est pour ça que c'est le temps de la capitalisation qui permet, à partir des incréments de valeur extorqués au prolétariat, de transformer le procès de travail en mécanisation robotique, en cybernétique, vers toute la modernité de la domination réelle. Donc, ce qui produit de la valeur, c'est le travail humain exploité, mais le capital est un cheminement concurrentiel planétaire obligatoire qui fait que, en tant que capitaliste, pour vendre le plus possible, il faut que je vende à des prix de plus en plus bas. Or, pour vendre à des prix de plus en plus bas, il faut que je vende à partir d'un processus de travail qui va de plus en plus vite. Or, le processus de travail de plus en plus vite, qui va de plus en plus vite, c'est le processus de la productivité du travail qui arraisonne la plus-value humaine à partir d'une robotique du capital qui permet d'accélérer le temps précipité. Autrement dit, les machines ne produisent rien. Les machines permettent de produire plus vite ce que la plus-value ouvrière confisquée en tant que travail humain va permettre de réaliser en plus-value. Donc, l'usure humaine permet la plus-value, l'usure de la machine permet, au moment où l'usure de la machine a terminé son cycle, de mettre la machine à la poubelle. Mais si une machine vaut 600, quand elle aura terminé son usure, elle n'aura transmis
que 600. Quand la machine est morte, elle a transmis la valeur que l'exploitation humaine ouvrière cristallisée en elle lui avait transmis. Elle ne transmettra pas 1 centime de plus. C'est pour ça, Marx, il dit la machine transforme l'homme faible en machine. C'est ça. Mais elle ne produit aucune valeur nouvelle. Elle transmet la faiblesse de l'homme dans une force machinique qui permet d'aller plus vite, mais elle ne transmet rien. Et donc, profit qui descend et masse qui doit être augmentée pour compenser. Le problème essentiel, c'est que le capital, alors contrairement à l'économie politique débile, le capital n'est pas intéressé par le bénéfice. Le capital n'est pas intéressé par le profit. Le capital est intéressé par le taux de profit. C'est-à-dire la quantité de profit extorqué. Le profit extorqué par rapport à la mécanique aliénatoire de l'exploitation engagée. Et donc, plus le capital avance, plus il se mécanise. Donc, plus il se mécanise, plus par la robotisation, il y a une cristallisation du temps de travail dans la mécanique du travail mort. Mais plus cette mécanique du travail mort s'organise de la sorte, plus le capital, qui va de plus en plus vite, qui produit des marchandises qui coûtent de moins en moins cher, voit le taux de profit se réduire. Mais donc, il va plus vite parce qu'il y a une baisse du taux de profit, d'ailleurs. Non, c'est parce qu'il y a une baisse du taux de profit qui va plus vite. C'est-à-dire que, comme il y a de plus en plus une baisse du taux de profit, il est obligé de la compenser par la masse. Et c'est ce qui crée la surproduction et la saturation des marchés. Le taux de profit n'arrête pas de baisser. Donc, je dois de plus en plus vendre pour compenser ma baisse du taux de profit. Et c'est ça, la loi historique qui fait que le capital est condamné à mort. Le capital va un jour mourir, non pas parce qu'un beau matin, en écoutant les Bergeronnettes ou les Rouge-Gorge, l'humanité va dire « c'est fini l'horreur du capital ». C'est parce qu'il existe des lois objectives qui font qu'à un moment donné, le capital ne va plus reproduire. Alors, il faut lire, il faut creuser, c'est compliqué. Les Grundrisse, le livre 1 du Capital, le livre 2, mais aujourd'hui, le clampin de base avec qui on va discuter, machine, taux de profit, plus-value, domination formelle, domination réelle, et qui croit qu'à partir de sa subjectivité percevante, il va vouloir émettre des idées qui ont un sens. C'est une imposture. Toute cette réalité-là, ça fait des siècles qu'elle est en débat dans les luttes radicales du monde ouvrier et du monde paysan, dans l'insurrection des groupes maximalistes qui ont montré que la gauche du capital, c'était effectivement la dictature supérieure de la marchandise. Donc, pour parler de tout ça avec un minimum d'intelligence et un minimum de compréhension, faut lire les textes radicaux qui expliquent ça. Sans ça, on parle à vide à partir de son nombril inculte. Digression rapide, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que la machine va permettre aux hommes de produire des objets qui vont coûter 0. Mais ça, c'est impossible. Alors, c'est pas impossible dans la subjectivité débile d'une perception théorique. À partir d'algorithmes narcissiques, tout est envisageable. On peut envisager des femmes vertes et des hommes bleus. On peut envisager des bébés roses ou même des chiens écossais. Tout est possible dans l'onirie capitaliste du débilisme subjectif. Sauf que la réalité objective du capital, c'est que, nous parlions tout à l'heure de mai 68, vous avez toute une clownerie universitaire et médiatique qui, à partir de Fourastier, a fantasmé les 30 Glorieuses. Il n'y avait plus de crise. Il n'y aurait plus jamais de crise. Le capital se développait, Révolution industrielle. Alors, Marx nous explique qu'il n'y a pas de révolution industrielle. Il y a une révolution du capital qui produit une révolution industrielle. Mais la révolution industrielle en elle-même, elle n'a pas de sens. Les conneries à la Ellul ou à la Heidegger, ou les conneries journalistiques qu'on rencontrait dans les années 60 et 70 sur TF1, sur Antenne 2, avec Michel Albert qui fait venir Yves Montand, avec des émissions sur la robotique. Voilà, ah oui, mais il y aura tout, et puis il y en aura une quatrième, il y en aura une cinquième, c'est-à-dire que quand on ne comprend rien à la dialectique du capital, on fétichise les formes résultantes. Donc, si on ne comprend pas, il n'y a jamais eu de première révolution industrielle, de deuxième révolution industrielle, de troisième, puis pourquoi pas une 24e. Il y a le mouvement du capital qui s'empare du monde et qui, dans sa contradiction liée à la baisse du taux de profit, est constamment obligé
d'engager des dialectiques de modernisation robotique jusqu'à l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, transhumanisme abruti de la marchandise névrotique. Oui, ça correspond à rien. Mais et si, ça correspond à la baisse du taux de profit. Oui. Tout est dans la baisse du taux de profit. Mais celui qui ne comprend pas la baisse du taux de profit, il est à l'écume des choses et il croit qu'il y a des modifications technologiques qui s'organisent comme ça, en autonomie. Alors pour revenir sur mai 68, donc saut qualitatif entre domination réelle inférieure et supérieure. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce que le capital détruit? Qu'est-ce que le capital produit de nouveau en termes de... Alors, un truc très simple. On va aller dans le bocage. Les Robinsonades? Non, le bocage. Ah. C'est-à-dire que il y a une structuration radicalement différente entre la France de l'Ouest des années 50 et la France de l'Ouest des années 70. Je prends la Bretagne, la Normandie, les pays vendéens, les pays de Loire. J'ai en 1950, et dans les villes et dans les campagnes, un modèle de développement capitaliste qui est encore totalement lié à son antériorité. Avec des exploitations agricoles, avec des entreprises classiques, avec des industries traditionnelles, avec des modes sociaux urbains et ruraux qui correspondent à quelque chose de moderne, mais qui est encore enclavé dans l'ancien. La crise du capital, la crise monétaire des années 68, qui exprime cette domination réelle supérieure, va totalement déstructurer le modèle agricole, le modèle traditionnel rural et le modèle traditionnel urbain. Tout va être mis en mouvement. Vous avez des centaines et des centaines d'exploitations agricoles qui, dans la France des années 60, de Normandie, de Bretagne ou des Pays de Loire, explosent. On passe d'une agriculture traditionnelle qui subsistait à la mort du paysan et à la naissance de ce qu'on appelle l'exploitant agricole. Il va y avoir dans les émeutes de 68 à Redon, à Guingamp, à Honfleur, à Caen, à Nantes, une radicalité ouvrière, une radicalité paysanne, tout ça dans la structuration d'un nouveau prolétariat. On a tout un monde qui meurt. 68, c'est la fin de la vieille France nationale. Alors, on pourrait parler du modèle gaulliste, la manière justement dont le modèle gaulliste va être aboli dans la crise de 68. Mais c'est tout un vieux monde classique qui perdurait, qui va être, par la technologie moderniste du capital de la domination réelle supérieure, définitivement invalidé. Mais c'est aussi tout le réformisme qui revient en force. Alors, le réformisme, il est là en force dès que ça radicalise. Parce qu'il faut créer des voies de garage et des impostures. Mais c'est un réformisme qui se modifie complètement. Parce que le texte que je vous ai adressé sur mai 68 et qui fait synthèse montre bien que dans les années 68, le stalinisme, qui a été la force d'intégration et de contrôle dominante depuis 1945, est en train de périr. Dans les années 60-65, il y a eu les conseils ouvriers de 1956 en Hongrie, il y a eu les insurrections de Pologne, il y a eu plein de luttes de classe radicales dans le bloc capitaliste d'État, comme il y en a eu dans le bloc capitaliste occidental, et le stalinisme tient de plus en plus mal les troupes dans la normalisation idéologique. C'est pour ça qu'on va avoir l'irruption du gauchisme comme courroie de transmission d'une modernité post-stalinienne. Le stalinisme marche de moins en moins, donc les cliques gauchistes de la modernisation marchande, trotskistes, maoïstes et libertaires, vont permettre, quand ça pète, de réorganiser la suggestion. Quand dans les grandes grèves radicales de 68, le stalinisme va être dépassé, le seul moyen d'intégrer la lutte dans quelque chose qui l'a fait périr, c'est le gauchisme de la marchandise, avec le maoïsme, le trotskisme et les libertaires, qui, pour empêcher la lutte contre le travail, vont produire la mythologie d'un travail nouveau, avec cette imposture de l'autogestion. C'est-à-dire que...
Mais l'autogestion, c'est du réformisme. Bah, l'autogestion, c'est l'autogestion de la merde marchande. C'est-à-dire que en 1968, j'ai 2 mai 68. J'ai le mai 68 de la radicalité qui porte en lui l'abolition du travail. Mais ça, c'est très peu de gens. C'est très peu de gens conscientisés en groupe qui distribuent un tract. Mais c'est très répandu dans l'immanence inconsciente de la radicalité qui ne veut pas reprendre le boulot. Je veux dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1968, vous avez une date décisive qui est celle du 13 mai. Le 13 mai, la gauche du capital, dans ses formalisations institutionnelles, partis et syndicats, comprend que quelque chose est en train d'échapper au contrôle étatique. Et ce quelque chose, ce n'est pas les luttes étudiantes de 68, puisque, comme je l'explique dans le texte que je vous ai adressé, 67 a été constamment rythmé par des luttes radicales ouvrières. Et puis de toute façon, même avant 67. Et même avant 67. Donc, on a cette crise de la domination réelle supérieure du capital qui fait que ça pète partout. Et même quand ça pète dans les universités, ça pète dans les universités, non pas parce que dans les universités, il y a les bobos qui vont devenir la nouvelle classe directionnelle du capital, mais à l'époque, j'ai tout un monde universitaire de fils d'ouvriers et de fils de paysans qui sont eux-mêmes en redéfinition sociale de ce qu'est la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans les universités de 67-68, parallèlement aux luttes de classe dans les espaces agraires et dans les espaces urbains, j'ai plein de fils d'ouvriers et plein de fils de paysans qui veulent pas être cadres. Ils veulent pas être cadres du capital. Ils se posent la question de leur existence. Donc, le monde étudiant de l'époque n'a rien à voir avec le monde étudiant contemporain branché avec le portable, l'ordinateur, tous ces déchets informatiques qui veulent devenir des cadres transnationaux. C'est pas ça les étudiants de l'époque. Alors on a Cohn-Bendit et une micro-nomenclatura qui a lu noir et rouge à l'envers et qui veut devenir effectivement la nouvelle brigade de garde-chiourme du capital modernisé. Mais il y a tout un ventilement et tout un ventilage étudiant qui est ouvrier et paysan. Donc faut reconsidérer toute cette époque à partir effectivement de sa véritable infrastructure sociale, politique, culturelle et émotionnelle. D'accord. Je voulais juste faire un rapport juste par rapport à ce que vous avez dit entre 68 et 2018, parce qu'actuellement on vit les grèves de la SNCF, les grèves qui sont encore morcelées des hôpitaux, etc. Un petit peu des agriculteurs dans le sud-ouest, etc. Mais il y a surtout dans les médias, ce qui prend de la place aujourd'hui, c'est les pseudo-mouvements étudiants, parce que justement on est en train de fêter, entre guillemets, les 50 ans de mai 68. Mais il s'agit surtout... ce qu'on fait là, c'est pas pour commémorer. On fait cet entretien-là pour justement montrer qu'il va y avoir une commémoration historique de mai 68 qui remet, d'ailleurs, dans les médias, on le voit au quotidien, l'étudiant comme étant le plus subversif dans l'espace social. Et il faudrait justement faire, vous l'avez souvent dit dans vos entrevues, la critique ineffective de l'étudiant, et pourquoi elle est ineffective par rapport au mouvement réel ouvrier ou prolétarien qui, lui, positionne quelque chose de beaucoup plus effectif. Et pourquoi il est plus effectif que la contestation étudiante qui a été critiquée par Debord avec Kayati, etc. Alors bon, déjà, il faut toujours se rappeler que toute question historique renvoie à la question historique du questionnement des luttes de classe. Ce qui fait l'histoire, c'est les luttes de classe. Les étudiants, c'est pas une classe. Les étudiants, c'est un substrat sociologique aliénatoire. Chez les étudiants, j'ai des fils d'ouvriers, des fils de paysans, des fils de bobos, j'ai tout ce que j'ai. Les étudiants aujourd'hui, ça n'est rien d'autre
que la restructuration éducative qui permet de créer demain la classe dirigeante de l'encasernement du travail. L'idéologie. L'idéologie, c'est-à-dire c'est la reproduction de la pensée séparée. Donc qu'est-ce qu'un étudiant? C'est une merde en tant que c'est un futur cadre. Vous êtes étudiant, donc vous êtes une merde. En 68, le problème, c'est pas est-ce que vous êtes un étudiant? C'est dans le mouvement social généralisé qui vient des ouvriers. Parce que les conneries de Cohn-Bendit à Nanterre autour de la piscine des garçons et des filles avec Papa Missoff, ça c'est 68, c'est le carnaval de la révolution des mœurs pour produire une marchandise égalitaire plus accomplie. Mais la lutte de classe, elle a commencé en 66-67 et la grande émeute radicale de janvier 68 à l'usine Saviem à Caen, c'est une lutte de classe radicale entre le prolétariat, l'État et la classe capitaliste. Donc, que des étudiants soient en mouvement insurrectionnel parce qu'ils sont fils d'ouvriers ou fils de paysans, c'est une chose. Les étudiants, aujourd'hui, ne se battent pas d'une manière directe ou indirecte en rapport avec un mouvement ouvrier radical pour abolir l'argent, mais pour modifier la sélection, pour modifier la discrimination, pour modifier l'élection à un poste social d'éducateur valorisé. Donc, tout est merdique aujourd'hui. Par exemple, à Budapest, en 56, il y a des étudiants qui se rallient au mouvement ouvrier. Mais les étudiants en 56 qui se rallient au mouvement ouvrier se rallient sur une base de lutte de classe. Voilà. Tout le problème, c'est la lutte de classe. Je veux dire que je peux être femme de ménage au 6e étage. Si je me rallie à la lutte de classe, je deviens une humain en mouvement. Si je me rallie à rien d'autre qu'à mon statut salarial aménagé, je suis une force contre-révolutionnaire. Donc, les étudiants ne sont pas une structure sociale de lutte radicale. Dans les étudiants, il y a tout. Donc, en 68, il y a des étudiants radicaux qui ont rejoint une lutte radicale, puis il y a plein d'étudiants pourris qu'on retrouve aujourd'hui, anciens Mao, anciens Trotsko, dans tous les agences publicitaires de la Macronie rothschildienne, et qui sont des tas de boue. Donc étudiant, ça veut rien dire. Ça veut dire d'où je viens, qui je suis, où je vais. Je peux, dans mon statut d'étudiant, devenir un subversif radical ou une énorme merde étronique. Donc pour poursuivre dans ce que disait Guillaume, là on voit que toutes les facs sont bloquées. Est-ce que le capital ne serait pas en train de nous préparer à mai 68 à l'envers pour par exemple privatiser l'ensemble de l'éducation? Ah mais il va privatiser l'éducation, il va privatiser l'hôpital et puis il va privatiser les pompiers. Tout sera privatisé. Mais on voit bien qu'entre une lutte radicale avec des gens qui assument la clairvoyance de l'anti-argent, la clairvoyance du refus de la marchandisation, et toute une bande de Pékin pouilleux qui puent, qui ne se lavent même pas, et qui sont là à no borders, vive la marchandise, vive la technologie, vive la transhumance, vive les boucles d'oreilles, vive la barrette. On a deux mondes. D'un côté, on a un monde étudiant qui, à l'époque, dans la grande restructuration de la crise de 68, avait effectivement des velléités révolutionnaires, même s'il y avait effectivement toute une faune débile qui allait devenir les états-majors de la Trotsky, de la Maoïstie et des libertaires. Il y avait quelque chose aujourd'hui. Tout ce monde étudiant en soubresaut, c'est un carnaval étudiant du capital qui n'est porteur d'aucune radicalité. Tout à l'heure, vous me parliez des luttes des cheminots. Donc on nous cantonne dans des luttes étudiantes débiles, de pauvres types qui veulent réaménager la marchandise, dans des trucs de débilité zadiste qui veulent réaménager le bocage dans une auto-appartenance complètement lamentable. Et dans le même temps, on a la CGT, la gauche du capital, qui écrase la lutte des cheminots dans un simulacre intermittent avec effectivement des mouvements de corporatisme et d'isolationnisme. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui, en 2018, l'antithèse radicale de 68. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de radical, et si un jour quelque chose doit devenir radical là-dedans, ce sera en antithèse absolue de tous les cirques de déambulation dans lesquels on nous enferme. Vous me disiez la dernière fois qu'il y a 3 jours de grève, 3 jours de reprise. Il y a 2 jours de grève, 3 jours de pause, 2 jours de grève. C'est-à-dire qu'on épuise, on épuise la radicalité potentielle qui pourrait subsister dans des circonvolutions complètement débiles qui ne vont nulle part.
mai 68, bouleversement dans les forces productives, donc bouleversement dans les rapports sociaux, pilule, contraception. Dans l'imaginaire, bien évidemment. Mais les apologies de 68 nous mettent ça à la face comme la libération de la femme, les rapports sexuels. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Mais il y a deux mai 68, et c'est là, il faut comprendre la radicalité dialectique du temps contradictoire de l'aliénation du capital. Il y a un mai 68, crise de la domination réelle supérieure, qui veut moderniser. Le capital veut liquider De Gaulle. Je le dis dans le texte que je vous ai envoyé, Cohn-Bendit est extradé de son interdit de territoire dans la bagnole du patron de Paris Match, Jean Prouvost. Ouais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux mai 68. Si on n'en comprend qu'un, on ne comprend rien. Il y a le mai 68 de la rénovation capitaliste qui veut nous faire parvenir à la domination absolue, radicale et complète de la marchandisation, donc immigration infinie, émancipation des femmes comme armée du travail, généralisation de la sexualité robotique du capital, bref, toute la modernité technicienne du transhumanisme de la marchandise aliénatoire contemporain. L'homme chosifié le plus abruti possible. Donc ça, c'est tout le mouvement de réformation de la marchandise. Et il y a un deuxième mai 68, qui est le mouvement de la radicalité, de la grève sauvage. Mais entre le prolétaire des usines Saviem, qui s'est mis en grève, en radicalité, en parole émancipée, et comme Bendit, il y a un abîme. On a d'un côté le mai 68 de cette chefferie marchande, de cette publicité de merde qui veut recomposer l'aliénation vers le cosmopolitisme de la marchandise la plus absolue, Macron qui fait un gros baiser sur la bouche à Macron, le Rothschildien du cosmopolitisme de la marchandise américaine, tout est dit. Cohn-Bendit finit sur le ventre de Macron qui lui caresse la fesse amoureusement en lui disant « ça y est, nous avons réalisé le cycle de la marchandise absolue ». Ça, c'est le mai 68 de l'imposture. Mais ce mai 68 de l'imposture vient cacher le mai 68 de la radicalité de la grève sauvage des 10 millions de prolétaires en lutte qui disent « à bas la CGT, à bas la gauche du capital, à bas les gauchistes, on ne s'est pas battu pour obtenir satisfaction à des revendications débiles d'amélioration du travail, on s'est battu pour un monde nouveau qui peut produire l'abolition du travail. » Donc, il y a deux mai 68. Il y a le mai 68 de la radicalité ouvrière sauvage, et il y a le mai 68 des publicitaires de la marchandise. Et il y a bien évidemment toujours interaction entre les deux, puisque le capital se vivifie des luttes radicales qui meurent. Chaque fois qu'une lutte insurrectionnelle a lieu, la marchandise, avec un langage de fausse radicalité, vient publicitairement, à travers les réclames de la modernité marchande, absorber ce discours-là. Quand je prends le truc tout bête de « il est interdit d'interdire » ou le truc tout bête de « jouissons sans entrave ». Il est interdit d'interdire. Pour la radicalité ouvrière de mai 68, il est interdit d'interdire. Ça veut dire il est interdit d'interdire une pensée radicale dans une assemblée générale où se confrontent les paroles. Tout est ouvert. Il est interdit d'interdire. C'est Rosa Luxembourg, c'est George Orwell, c'est Simone Veil, c'est toute la radicalité subversive de Bilan et de l'Union communiste. C'est pas il est interdit d'interdire à Monsieur Cohn-Bendit qui voulait aller dans le dortoir des filles en 68, quand il est interviewé par Bernard Pivot dans une émission où il y a Paul Gutt, il est interdit d'interdire que moi, Cohn-Bendit, les petites filles me touchent la braguette. Oui, bien sûr. Mais... L'interdit d'interdire, il est radical. C'est pas le il est interdit d'interdire les conneries sexuelles de la pédophilie contemporaine du capital moribond. Et c'est pareil pour jouissons sans entrave. Le jouissons sans entrave de la radicalité de 68, c'est jouissons sans entrave dans la communauté de l'être générique, mais refusons d'être des marchandises. Or, la publicité du capital va renverser le jouissons sans entrave pour lui faire dire le contraire. Je pense que juste là, on a un peu cadré pourquoi mai 68 avait eu lieu. Maintenant, pourquoi mai 68 a entre guillemets échoué et pourquoi les gens ont dû reprendre le boulot. Moi, je voulais juste faire ça peut être
le point de conclusion, mais je voulais vous faire intervenir justement parce que vous dites « jouissons sans entrave ». Et il est interdit d'interdire. Or, il y a des gens qui vont dans les manifestations qui ont lieu aujourd'hui en 2018, organisées par la CGT, tous les syndicats. Et les syndicats sont effectivement, de toute façon, parce que j'ai des amis qui y sont allés, et ils se sont confrontés à des gens qui voulaient aller un peu plus loin, et on leur a dit en fin de cortège. Et donc, ils interdisent tous les gens les plus contestataires, et donc, ils veulent absolument pas qu'il y ait une pensée forte qui se réalise. Et il serait intéressant, justement, au regard de ce qui s'est passé en 68, puisque Segui a été conspué quand il est arrivé dans les usines Renault, et aujourd'hui, on voit que les cortèges grévistes sont menés et organisés, mais surorganisés par les syndicats. Donc il faudrait faire là, avant ce que Adrien veut faire, c'est-à-dire la conclusion, faire une critique radicale des syndicats pour comprendre le syndicalisme et pourquoi il ne sera jamais l'allié de tous les grévistes. Alors bon, déjà, il faut faire la différence entre le temps de 68 et le temps de 2018, parce que ce qui aujourd'hui est très très rare est à l'époque le temps le plus répandu. Le débordement ouvrier, à l'époque, est ce qui est le plus répandu. À l'époque, quand la CGT, le 13 mai, décrète la grève générale, elle décrète la grève générale parce que déjà, le grand foutoir social est universalisé dans le pays. C'est-à-dire que la CGT, le 13 mai, décrète une grève générale pour éteindre un mouvement de grève générale qui lui préexiste et qu'elle ne maîtrise pas. La réalité matérielle de la compréhension déterministe de l'histoire, c'est qu'il y a des moments de crise, de saut qualitatif, et c'est en ça qu'il faut revenir toujours à la crise. En 68, il y a, à travers cette dématérialisation monétaire, ce retour des balances commerciales excédentaires européennes et japonaises, la déstructuration du capital américain, l'émergence de la crise monétaire, l'émergence de la guerre des monnaies, une déstructuration globale de l'infrastructure de reproduction du capital. Et entre 67 et 68, en termes de résultats, toute la conscience fausse aliénée voit la matérialité qui reproduit cette conscience fausse s'invalider. Et le prolétariat se met massivement en mouvement contre les structures politiques et syndicales de sa docilité. Et donc ça pète. Et les syndicats courent derrière. Aujourd'hui, on est dans un cycle totalement différent. Le cycle révolutionnaire du prolétariat n'a pas ressurgi. On a donc des syndicats et des structures politiques qui sont inquiètes parce que rien n'a ressurgi, mais compte tenu de la désagrégation sociale et industrielle et commerciale de tout ce qui fait l'imposture du capital, il y a une vaste inquiétude. Donc, il n'y a pas aujourd'hui la grève des cheminots, la grève à Casino, la grève dans les hôpitaux, co-gérée par les syndicats, parce qu'il y a un mouvement qui monte, rien ne monte. On est dans un temps de désolation, d'inquiétude, d'angoisse et de passivité. Mais les nomenclaturas, les chiens de garde du capital se disent à tout moment, il peut y avoir quelque chose. Donc ils ont organisé des grandes balades, des grandes cérémonies étouffoires, mais qui n'ont rien à voir avec 68. C'est-à-dire qu'en 68, il y a le feu, ça se généralise partout, et les syndicats, en tant que pompiers sociaux, courent après pour éteindre le feu. Alors, là, ils sont organisateurs. Là, ils organisent un truc pour pas que ça vienne. On n'est pas du tout dans le même processus. Ouais. Là, les syndicats ne courent pas après un mouvement d'insurrection. Ils mobilisent le malaise pour empêcher que ce malaise se renverse en radicalité. Donc on n'est pas du tout dans la même phase. Mais la question importante, c'est donc 68, c'est la crise du capital qui ressurgit, mais c'est pas la crise terminale du capital. Et tant que le capital n'a pas atteint la crise absolue
de la réalité de sa reproduction, il peut se reproduire. Donc, 68 n'a pas échoué parce que les syndicats ont magouillé, parce que les gauchistes ont magouillé, parce que le capital a su réagenter. Tout ça, ça n'est que l'expression du fait que 68 est une crise de restructuration et d'essor nouveau de la modernité marchande qui, à travers le capital chimérique, le livre 3 du Capital, c'est décisif. 68, c'est la fin de la reconstruction. Baisse du taux de profit. Le capital bute sur ce qui va produire la saturation des marchés. Mais il va produire ce qu'il n'avait jamais produit à l'échelle de son histoire, dans des proportions aussi gigantesques. C'est ce que le livre 3 avait magistralement positionné et préfiguré. C'est le délire magique et hallucinatoire du crédit chimérique. La crise de 68-71, accord de la Jamaïque, guerre des monnaies, abandon de l'étalon or, dématérialisation totale de la monnaie. Vous avez aujourd'hui des clowns qui vous expliquent qu'en 73, Pompidou a trahi, il a accepté par la loi de 73 de valider. Et Marx explique tout ça dans le Capital, livre 3. C'est pas Monsieur Pompidou qui a produit la loi de 73. Monsieur Pompidou est le signataire aliénatoire de la dialectique des forces productives qui font qu'effectivement, dans les années 70, parce que Marx a produit et analysé dans le livre 3, le Capital est obligé d'abandonner l'idée d'un référentiel dette à la banque d'État pour partir sur les marchés privés, parce qu'on est entré dans une dialectique, dans la domination réelle, de capital chimérique. Donc, le problème de la loi... Comme Napoléon Ier fait allégeance à la Banque de France. Voilà. Les acteurs ne font qu'incarner le mouvement. Voilà, c'est ça. Donc, M. Pompidou, en 73, n'a rien trahi. Il formalise une dialectique historique universelle, et c'est fini. On ne reviendra jamais sur la loi de 73, parce que le développement du capital à l'échelle mondiale, dans son déterminisme implacable de dématérialisation de l'équivalent général, rend nécessaire que tout ce qui auparavant était dette pris en charge par les banques d'État va aujourd'hui sur les marchés privés. Donc, 68 émerge parce que c'est la crise radicale du capital de la domination réelle à ce moment-là, et 68 va échouer parce qu'on est très loin de la crise terminale, même si on est à un moment de totale restructuration. Donc 68 va échouer parce que le temps de la crise terminale n'est pas le temps réalisé des nécessités du temps. Et là, on en revient... Allez-y. Alors, on a vu pourquoi 68 a eu lieu, pourquoi il a échoué, pourquoi, à votre avis, la crise qui vient peut potentiellement réussir? Parce que, alors, c'est pas la crise qui vient peut potentiellement réussir. Alors là, je fais une petite aparté sur Marx. Il faut toujours se rappeler que chaque fois que Marx s'est planté, c'est parce qu'il perdait le fil du déterminisme historique. Et chaque fois que Marx avait raison, c'est quand il était dans le fil du déterminisme historique. Autrement dit, la révolution n'a pas lieu parce qu'à un moment donné, ça nous ferait plaisir. La révolution n'a pas lieu parce qu'il y a des contingences subjectives qui organisent à un moment donné. La révolution, c'est la contradiction valorisation-dévalorisation qui fait qu'à un moment donné, toutes les crises momentanées, le capital n'a pas cessé de rencontrer des crises depuis le XIIIe siècle. Ce sont des crises de restructuration, adaptation vers une domination réelle encore plus réalisée. Donc, même en 1918, la grande crise de 1918, qui, après le passage de 1914 dans la domination réelle, va effectivement réorganiser tout le champ européen. L'Europe est à feu et à sang. Mais en 1918, les conseils ouvriers d'Italie, d'Allemagne et de Russie vont être écrasés et par le bolchevisme et par la social-démocratie. Pas simplement parce que les gens n'étaient pas à la hauteur, parce qu'il y a une problématique historique qui fait que la révolution n'est possible que quand elle est nécessaire. La révolution n'est possible que quand elle est nécessaire. En abolition de tous les kantismes et de toutes les aliénations qui avaient précédé depuis Platon, Marx, à la suite de Hegel, a montré qu'il n'y a pas le possible et le nécessaire, mais que le vrai possible est le vrai nécessaire. Autrement dit, une chose dans l'histoire de son surgissement n'est possible que quand elle est nécessaire. Donc tant que la révolution humaine de la radicalité communiste n'est pas nécessaire, elle n'est pas possible. Et que veut dire nécessaire ?
Nécessaire, ça veut dire qui ne peut pas ne pas être. Donc, est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Donc, le communisme sera nécessaire en tant qu'il ne pourra pas ne pas être au moment de son possible, quand le capital deviendra à la fois impossible en tant qu'il ne sera plus nécessaire. Donc, en 68, on a une modernisation de la structuration sociale générale du capital. C'est un moment vers le capital absolu. Donc, 68 était condamné à échouer, non pas parce qu'il y avait la CGT et les gauchistes. La CGT et les gauchistes n'étaient que la manifestation du fait que ça n'était pas nécessaire. Alors maintenant, nous entrons dans la domination réelle supérieure qui vient de 68. Le problème de la dévalorisation-valorisation, dans cette contradiction historique, pose le problème de l'endettement, du crédit chimérique et toute la problématique du spectacle de l'aliénation marchandise dans sa forme bancaire d'anticipation de plus-value complètement onirique. On est donc dans le cœur du cœur. Donc à quel moment la révolution deviendra possible en ce qu'elle sera une nécessité? Parce que l'abolition du capital deviendra une nécessité quand justement, au regard du 6e chapitre et du livre 3, qu'il faut lire, la domination réelle par rapport à l'équivalent universel, par rapport à l'équivalent marchandise et par rapport à la crise bancaire universelle, verra que toute la facticité qui est née de 68 va s'invalider. Parce que depuis 68, nous sommes rentrés dans la crise radicale du capital. Les gens vous parlent de la crise du pétrole de 73. Il n'y a pas de crise du pétrole en 73. Il y a une crise du paiement du pétrole à partir de la guerre des monnaies et à partir de la dévalorisation du dollar. Donc le prix du baril n'est pas lié au fait que le pétrole poserait le prix du baril. Le prix du baril est posé dans l'agencement concurrentiel des guerres industrielles, commerciales et monétaires qui font que, pour l'impérialisme américain, le prix du baril est devenu un enjeu impérialiste. Donc, depuis 70, 71, accord de la Jamaïque, décrochage de l'étalon or définitive, change fixe, nous sommes rentrés dans ce temps supérieur de la dévalorisation où l'équivalent universel, la monnaie, est en train de dématérialiser toutes ces matérialisations. Et donc, à quel moment la crise terminale du capital surgira? Au moment où cette dématérialisation aura atteint sa phase supérieure et que la contradiction entre l'économie factice de cette dévalorisation et l'économie réelle qui a été positionnée dans les années 70 deviendra insurmontable comme dialogue de reproduction fétichiste dans la dynamique sociale du quotidien. Donc, on n'a pas la date, on n'a pas l'heure, on n'a pas le jour, mais on a la tendance qualitative. Et on sait que 68 n'était que ce qui annonçait, et ça ne pouvait pas être le lieu. Donc, tirer aujourd'hui les leçons de mai 68, c'est comprendre toute la radicalité de 68 contre le gauchisme de la marchandise, comprendre les deux mai 68. Le mai 68 de la grève sauvage insurrectionnelle contre le travail, et le mai 68 des modernisateurs pour produire un travail amélioré, un travail rebadigeonné, un travail repeinturluré. Et à partir de là, envisager ce qui va se passer dans la nouvelle crise qui va surgir, quel sera le pire ennemi du prolétariat, quel sera le pire ennemi de notre émancipation, c'est précisément toutes ces fractions de la gauche et du gauchisme en décomposition qui nous diront « mais on peut encore améliorer le travail ». Ce sont ceux qui veulent améliorer le travail qui sont les pires ennemis de l'abolition du travail. Bon, je pense que là, on a fait bien le tour. Je voulais vous faire réagir sur 36-37, mais je pense que ça, on le fera... c'est quoi 36-37 Barcelone. Ah, je croyais que vous vouliez une prise de température. Non, mais non, parce que en fait, Pierre Guillaume, il dit dans le Idéologie et lutte de classe que le dernier exemple empirique le plus probant qui nous fait acte de réalité pratique, c'est 36-37. Ah, c'est là où ça a été le plus loin dans l'abolition. Parce qu'en 68, c'est terrible, parce que ça pète de partout, mais ça ne va pas jusque-là. Ouais.
Mais c'est vrai que 36-37, bon moi je suis dedans parce que j'ai pas encore fini le bouquin de Bolotel. Mais vous êtes feignant, moi le Bolotel, je l'ai lu en 3 nuits de passion. Ah ben non, moi je suis pas comme ça. Moi j'y vais, je reviens. Ah non, moi, je peux pas lâcher, moi. Moi le truc c'est que tout le passage qu'on a lu avec Adrien sur la géopolitique, c'est chiant. J'ai été obligé de le relire 3 fois pour Ah bon? Parce que la Russie, l'Angleterre, la France... C'est simple tout ça. Ah bon? Vous trouvez ça simple? simple? Bah oui. Simple? Ah oui. Ah ouais, moi je trouve ça... je comprends rien. Entre les mecs qui discutent diplomatiquement, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. La Seconde Guerre mondiale va éclater. Tout le monde le sait. Donc plus l'abcès... Mais c'est des axes stratégiques. Plus l'abcès espagnol dure, plus ça sert tout le monde. Ouais. Les Anglais, les Russes, les Allemands, plus ça dure là-bas... Mais puis en plus, c'est un champ d'expérimentation énorme ça. Pour les armes. C'est la Légion Condor, la Luftwaffe, c'est là qu'elle va expérimenter ses bombardements. L'armée anglaise, avec ses forces navales, autour de Barcelone, expérimente ces nouveaux bâtiments bâtiments de guerre. Les Russes, leurs premiers avions, les Polikarpov, ils sont expérimentés en Russie. Vous m'aviez dit que vous aviez pas mal bossé. Ah oui, c'est artillerie guerre. Tout l'armement moderne de la Seconde Guerre mondiale, il est testé en Espagne. Mais Rosa Luxembourg, elle en parle pas mal de ça. Elle dit tout le militarisme. Ah oui, mais bien sûr. Une phase. Oui, mais elle est morte en 19. Oui. Mais bon, elle prévoit. Ah bah, elle prévoit très bien. Dans l'accumulation du capital, il y a tout un passage qui s'appelle le militarisme comme champ d'accumulation privilégié du capital. Parce que moi, ce qui m'a vachement éclairé sur le crédit, par exemple, c'est Rosa Luxembourg. Oui. Ce qu'elle dit sur le crédit et puis ce qu'elle dit sur le militarisme, qui est aujourd'hui des choses qu'on voit qui sont très claires au final, enfin très claires, très visibles. Rosa Luxembourg, c'est pas BFM TV. On voit bien qu'elle comprend tout à fait le fait que le crédit, c'est tout au plus une accélération d'une crise. Mais alors, c'est ça le problème, parce que 68, on bute. Qu'est-ce qui va se passer après 68 ? La débauche de crédit. C'est 68 où l'objectivité du capital bute sur lui-même. Donc, on met en marche, mais alors le crédit privé, mais le crédit d'État. C'est-à-dire que, par exemple, à partir de 68-70, le gouvernement français modernise l'Irak à crédit. La centrale nucléaire d'Osirak, les hôpitaux de Bagdad. C'est Jacques Chirac qui va rencontrer Saddam Hussein et qui lui vend un Irak moderne à crédit. Tout le capital va se développer dans des exportations à crédit. D'accord. Non, mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter de toute façon avec James. Mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce malaise radical de mai 68, là, les gens, ils ont un malaise. Mais ce malaise ne fait rien surgir. En 68, surgit au niveau non seulement national français, mais italien, partout, en Europe, cette crise de l'étalon monétaire qui dématérialise la puissance de représentation va dématérialiser toutes les structures sociales. C'est là où il faut être hegelien. C'est-à-dire que si on ne comprend pas la science de la logique, on ne peut pas comprendre le capital. Il y a un étalon monétaire qui se balade dans l'espace. Et il déstructure la vie des gens. Comment ça marche ? Le paysan... Pas mécanique ? Ben non. Le paysan de Bouguenais, je ne sais pas si vous connaissez Bouguenais, en Loire-Atlantique. Ben, l'usine de Sud-Aviation à Bouguenais a été une usine de radicalité incroyable. Mais il y a eu beaucoup plus de radicalité à l'ouest de Paris qu'à l'est. Même si Peugeot, Sochaux, Montbéliard, le monde de l'ouest de la France, à travers la modification industrielle et agricole, fait qu'on va passer de 3 à 4 millions d'exploitants agricoles à 2 millions. Il y a 50% de la réalité agricole qui va disparaître. Les gamins partent dans des lycées professionnels. Donc, tout ça, ça produit une macération. Il y a un saut qualitatif.
et un saut qualitatif. La problématique essentielle, c'est celle du saut qualitatif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui met les gens dans la rue? Il y a un saut qualitatif gigantesque entre hier et demain. Mais il y a aussi pas une insécurité, parce que c'est pas le mot, mais une précarité, justement en mettant les jeunes, comme vous dites, dans les lycées professionnels. Il y a aussi vraiment de plus en plus un agriculteur dans les années 60, il pouvait à la rigueur penser que son activité était pérenne, alors qu'aujourd'hui un agriculteur il peut pas du tout dire ça. Donc et puis alors surtout aujourd'hui, si vous voulez, le saut de 68 est un saut qualitatif radical, mais les gens sont pas dans la misère. Hein. Ouais, C'est-à-dire que je suis OS chez Citroën, je démissionne, j'ai tout de suite du boulot chez Renault. Il y a 500 000 chômeurs, mais il n'y a pas la précarité d'aujourd'hui. Ouais. Les gens ne sont pas descendus dans la rue parce qu'il n'y avait plus de boulot et parce qu'ils étaient dans la misère. Les gens sont descendus dans la rue parce qu'il y a eu un saut qualitatif dans la perception de la situation. Donc ce qui fait que la masse se met en mouvement en contestant son statut de masse, c'est pas que la masse est plus malheureuse. C'est que la masse, d'un seul coup, perd pied dans ses repères.